Bonjour, Monsieur Testu. Bonjour Rainer. Pierre Testu, vous êtes né en 1935. Vous étiez professeur de littérature française à Poitiers entre 1963 et 2000. Vous êtes surtout un spécialiste du XVIIIe siècle. Vous êtes aussi connu comme un grand spécialiste de Rétif de la Bretonne. Votre livre Rétif de la Bretonne et la création littéraire, paru à Genève chez Tross en 1977, est toujours un livre de référence. À partir de 1985, vous avez dirigé la revue Études rétiviennes consacrée à l'œuvre de Rétif. En 1989, vous avez édité Monsieur Nicolas dans la Pléiade. Et vous avez aussi publié beaucoup d'éditions critiques d'œuvres de Rétif. Aujourd'hui, nous voulons, Laurent Lottier et moi, avec votre soutien bienveillant, faire découvrir Nicolas Edme Rétif de la Bretonne à nos auditeurs. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'œuvre de Rétif de la Bretonne? Bien, bon, c'est une question qu'on me pose souvent. Et si je remonte vraiment très loin en arrière, je crois que il y a une préface d'Étiample, qui était un professeur de littérature comparée, une préface aux égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon. Et donc cette préface, il vantait l'esprit du XVIIIe siècle comme un esprit de raison, de liberté, et de maîtrise de soi par l'exercice de l'intelligence. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et à partir de là, mon mémoire de maîtrise a été sur les liaisons dangereuses de Laclos. Et je me suis intéressé, donc, je me suis un peu ouvert à cette littérature qui était considérée à l'époque comme une littérature de second rayon, selon l'expression ben oui, voilà, j'ai oublié le nom de cet auteur. Bien. Et alors, une fois passé l'agrégation, j'avais envie quand même de continuer à être, disons, étudiant, en tout cas de faire de la recherche. Et à l'époque, enfin à l'époque et aujourd'hui encore en fait, il s'agissait de trouver un sujet de thèse. Et un sujet de thèse dans un domaine qui n'était pas encore totalement défriché, domaine vierge. Il se trouvait que j'étais en poste à Tunis, comme professeur au lycée français de Tunis, et que la Bibliothèque nationale tunisienne avait un exemplaire du Paysan perverti dans l'édition Kistemakers, l'édition belge de 1888, je crois. Et donc, j'ai lu Le Paysan perverti, là, dans cette bibliothèque au décor très oriental, et je me suis dit que là, il y avait sans doute, ça m'a donné envie de lire autre chose, mais il n'y avait pas autre chose dans cette bibliothèque. Donc, je me suis dit, tiens, Rétif de la Bretonne. Et lors de séjours en France, pendant les vacances, j'ai commencé à pouvoir me procurer quelques autres ouvrages. Et en effet, du point de vue universitaire, il n'y avait rien sur Rétif, rien. Donc, voilà le point de départ. Le point de départ, l'avantage, c'est que j'avançais en terrain tout à fait inconnu. Et l'inconvénient, c'était que je ne pouvais m'appuyer en fait sur aucun travail sérieux d'érudition ou de type universitaire. Voilà. Mhm. Et à partir de là, donc, il a fallu évidemment lire Rétif. Et à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas le web, les ressources informatiques, eh bien, il fallait aller à la Bibliothèque nationale à Paris pour explorer tous ces textes. Voilà. Et ça m'a pris 8 ans, 8 ans de travail. Et pendant ces 8 ans, pendant longtemps, je ne savais pas trop ce que j'allais tirer de toutes ces lectures, de toutes ces réflexions sur l'œuvre de Rétif. Voilà à peu près mon itinéraire. Merci. Je réagis sur les 8 ans, là, ça ne m'étonne pas et ça aurait même pu être davantage, parce que est-ce que tu peux nous donner une idée de l'ampleur de l'œuvre? Et puis j'ai aussi une petite question subsidiaire, si tu veux. Euh, Oui, est-ce que tu... Est-ce... l'ampleur, Oui, l'ampleur de l'œuvre, c'est très simple. Enfin, il y a une cinquantaine de titres. Je ne peux pas être plus précis parce que ça dépend si on intègre le monument du costume, enfin des œuvres
auquel Rétif a participé, mais on ne sait pas trop. Alors, disons une cinquantaine de titres, et il y a près de 60, environ 60 000 pages, en ne considérant que les premières éditions. Et il y a, j'ai dit les titres, il y a donc en volume, là aussi, il y a 187 volumes, en tenant compte aussi des premières éditions et en laissant de côté ce tableau, les tableaux de la vie, enfin quelques œuvres marginales. Voilà. Ma Donc c'est question, considérable, des dizaines de milliers de pages oui, c'est dans les considérable. éditions originales. Ma question subsidiaire à propos de l'ampleur de l'œuvre, et peu de gens ont tout lu, hein, et je n'ai pas tout lu, mais pour ce que je connais de ces œuvres, à chaque fois, je suis absolument frappé par l'étrangeté, la bizarrerie, la singularité des œuvres que j'ai pu découvrir, parfois en partie grâce à toi. Est-ce que tu dirais que chaque œuvre est très singulière parmi tous ces titres? Je dirais que la plupart sont singulières, que, comment dirais-je, il y a chez Rétif une volonté de rupture avec ce que l'on peut appeler les belles lettres, c'est-à-dire au fond la littérature académique, hein, et qu'il a voulu tirer parti de ses origines paysannes, puis sa formation d'ouvrier imprimeur, c'est-à-dire cette connaissance qu'il avait de milieux sociaux qui n'étaient pas connus des autres écrivains qui avaient un statut social tout à fait différent, et notamment un statut parisien. Donc, il a voulu marquer cette rupture. Et il y a une œuvre qui est très intéressante et qui répond un peu à tes préoccupations dont tu m'avais fait part. C'est au fond la première, La famille vertueuse, 1767. La famille vertueuse, c'est une œuvre qui en même temps, bon, reprend des clichés romanesques de l'époque, mais dans laquelle Rétif a voulu tout de suite marquer sa différence. Alors, il l'a marqué en adoptant une orthographe qui était propre à lui. Alors, après, il se plaint que l'orthographe, dit-il, a nuit à la vente. C'est vrai que c'est très difficile à lire. Ensuite, il a intégré dans cette œuvre des thèmes qui déjà lui seront familiers, c'est-à-dire notamment le thème de la vie en communauté. Voilà, ça existe dans La famille vertueuse. Alors, c'est une œuvre un peu ambivalente, mais très particulière, et c'est la première dans laquelle il subit un peu bon, la mode romanesque de l'époque, mais en même temps, il s'affirme comme différent. Voilà. Il a tout de suite affirmé sa différence dans La famille vertueuse. Très bien. Et sinon, après, comme œuvre, tu me demandais oui, tu me disais ces œuvres qui sont toutes oui, originales. Bon, Oui. il y en a qui le sont quand même moins que d'autres, mais tu as raison, l'essentiel de la production littéraire de Rétif, c'est une production qui doit marquer sa différence Mhm. par rapport à la production de l'époque. Mhm. Votre livre Rétif de la Bretonne et la création littéraire, apparu en 1977, la deuxième partie de votre étude consacre 4 chapitres aux formes de la création littéraire de Rétif. Il est vrai, comme vous le rappelez, que Rétif nous a dit beaucoup sur la genèse de ses œuvres. Par contre, lui, il était plutôt discret sur les questions des techniques littéraires. Or, une analyse de ses œuvres, comme vous l'avez menée pour cette étude, nous renseigne avec une grande richesse d'informations sur l'esthétique du roman. Pouvez-vous nous en parler un peu aujourd'hui, cette esthétique du roman? L'esthétique, c'est ça? Du roman. L'esthétique du roman. Et alors, bon, je dirais, alors, c'est vrai que vous faites beaucoup d'honneur à mon livre, à ma thèse, mais enfin, elle date de plus, elle date, disons, d'un demi-siècle, hein, ça fait quand même longtemps. Mais bon, c'est sûr qu'on peut épuiser encore beaucoup de renseignements encore utiles et valables. Alors, pour ce qui est du roman, je dirais la première chose qui me vient à l'esprit,
c'est que la forme romanesque fondamentale chez Rétif, finalement, ce n'est pas le roman en tant que récit continu partant d'un point A jusqu'à un point Z, mais c'est la nouvelle, c'est-à-dire le récit court. Voilà. Et tous ce qu'on peut considérer comme ces romans intègrent de multiples récits courts, des nouvelles, et c'est fragmenté comme ça. Et à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, il n'écrira plus que des nouvelles. Et ce qui nous est resté parmi les manuscrits qu'il a après sa mort, ce sont des bribes, hein, des fragments de manuscrits, mais ce sont toujours des nouvelles. Voilà. Et il avait le comble à ce besoin d'écrire des récits brefs avec l'année des Dames nationales, 1791 et l'année suivante, où il s'oblige, comme il le dit lui-même très clairement, il s'oblige à ne pas dépasser 6 à 8 pages par nouvelle. Et là, il atteint le sommet de cette ambition d'écrire des récits courts. Voilà. Mhm. Et en fait, il a voulu éviter de proposer à ses lecteurs des récits qui demandent une concentration intellectuelle, un effort de lecture trop soutenu. Ça, c'est très frappant. Hein. Et il était bien placé, connaissant des milieux modestes intellectuellement, il était bien placé pour savoir que, effectivement, pour beaucoup de lecteurs, la lecture est un effort de concentration. Donc, il pensait ainsi faciliter la lecture. En même temps, ça lui permettait de multiplier les histoires, pardon, de multiplier les histoires afin de multiplier les exemples disons, de comportements humains, de questions sociales, etc. Mhm. C'était là vraiment une tendance profonde. On peut dire que la nouvelle a été pour lui tout à fait fondamentale. C'est euh, aussi le fait que il, il avait vécu, grandi, formé, euh, comment dirais-je, sous le signe de la narration orale, c'est-à-dire la lecture orale faite devant un auditoire réduit de voisins à la veillée, et que lire une histoire oralement pour un auditoire, il ne faut pas que cette histoire dure trop longtemps. Et tout Mhm. ça faisait qu'il était ramené toujours au cadre, au format de la nouvelle. Mhm. Alors ensuite, esthétique, alors ça, à mon avis, c'est le caractère essentiel de sa création romanesque. Euh, c'est Je redémarre là-dessus. Donc, il y a une imagination débordante qui multiplie comme ça les angles d'approche, on pourrait dire, si je te suis en reprenant une formule de toi d'ailleurs, une sorte d'histoire des mœurs. Hein. Mais en même temps, et tu as beaucoup insisté là-dessus dans ton travail, il y a, dis-tu, un caractère didactique aux œuvres de Rétif. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer quelle forme cela prend, en quoi ça consiste? Bien. Écoute, tout d'abord, ah oui, ce que j'aurais pu indiquer tout à l'heure, c'est que dans mon travail, le titre de ma thèse était la création romanesque de Rétif. Et j'ai très vite compris qu'il fallait changer le titre en création littéraire, c'est-à-dire que se limiter au cadre romanesque, c'était amputer la production littéraire de Rétif d'une grande partie. Bon, et je ferme la parenthèse. Alors, le didactisme, pour Rétif, d'abord, ça a été une façon de légitimer, je dirais, sa fonction d'écrivain. Voilà. L'écrivain doit être utile, il doit enseigner, il doit être un précepteur. Il dit quelque part, mais ça doit être dans Monsieur Nicolas, il dit l'homme de lettres est l'homme essentiel dans toute société. Voilà. Donc, la fonction didactique est une façon de légitimer à quoi sert un écrivain. Voilà à quoi voulait répondre Rétif aussi. Alors,
à instruire, c'est-à-dire qu'il va évidemment multiplier les traités, les bilans un peu encyclopédiques. Il va compiler pas mal d'informations ici et là. Et puis, il y a aussi la mission morale, c'est-à-dire enseigner la vertu. Hein. Et outre cette mission documentaire qui faisait qu'il devait instruire, et il y a une réflexion très intéressante dans les contemporaines, une préface des contemporaines. Il dit au fond, avec les récits de voyage, les lecteurs, les Parisiens notamment, connaissent mieux les Hottentots que les voisins, que les gens qu'ils croisent dans la rue à Paris. Et moi, avec les contemporaines, je vais leur faire connaître ce qu'est la population parisienne. Voilà. Et alors, ça fait partie de ce didactisme aussi, Mhm. mais qui est intégré chaque fois dans une trame romanesque. Par exemple, si on prend le Nouvel Abélard, c'est une correspondance entre Abélard et Héloïse, et Abélard fait sa cour à Héloïse. Alors, il fait sa cour, il raconte des histoires, mais en même temps, il donne des cours. Il donne des cours de physique, d'histoire. Il est le précepteur, là aussi. Mais c'est au sein d'un cadre tout à fait romanesque qui est le cadre traditionnel de la correspondance sentimentale entre un jeune homme et une jeune fille. Mhm. Est-ce que Mhm. j'ai répondu, Laurent, à ta question, Oui, non? oui, oui, merci. Tu sais, je suis toujours très embarrassé pour parler de rétif parce que c'est tellement varié, c'est tellement inépuisable que on laisse de côté toujours des aspects. C'est pour ça que vos questions m'aideront beaucoup à éclairer Ah, ce personnage. oui. Merci et bravo pour ta passion. Tu as dit que tu voulais rester étudiant après l'agrégation, donc tu l'es toujours. Alors, Oui, oui, alors. je poursuis sur le didactisme. En fait, je m'interroge, mais en tâtonnant, hein, et tu seras peut-être pas d'accord, et je sais à peine où je vais, mais sur la place de la pratique d'écriture de Rétif de la Bretonne entre les auteurs, c'est trop vaste et trop large, mais du XVIIIe siècle et ceux du XIXe siècle. Pour aller vite, je dirais que Rétif est, comme beaucoup de ses contemporains, euh, un écrivain philosophe. Hmm. Et en même temps, j'ai l'impression, au moins en lisant certains textes, qu'il s'intéresse suffisamment à une certaine manière d'écrire. Alors, c'est peut-être la représentation de soi ou des jeux sur qui parle, et qu'on appelle énonciatif, là, qui font que il préparerait, mais c'est peut-être pas juste, hein, une conception de la littérature dissociée de la philosophie, telle qu'elle se développe ensuite, ou du moins c'est l'image qu'on en a, au XIXe siècle. Est-ce que, est-ce que j'ai été clair et est-ce que cette impression te paraît juste ou pas? Je ne crois pas qu'il dissocie, qu'il arrive à dissocier les deux. Le récit romanesque, je dirais à l'état pur, lui paraît assez futile. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un, comment dirais-je, du poids, enfin, il faut qu'il y ait le sérieux du didactisme, c'est-à-dire apporter des informations, permettre de mieux comprendre le monde dans lequel le lecteur se trouve. Et je crois qu'il arrive très mal à dissocier les deux. Ce que, bon, enfin, sur ta réponse, je ne vois pas quoi dire de plus. Sur ce que Heiner disait tout à l'heure sur l'esthétique du roman, il y a alors un facteur, pas un facteur, un caractère qui est tout à fait fondamental, c'est ce qu'on pourrait appeler l'immédiateté du style, c'est-à-dire le culte du premier jet, de l'écriture du caractère spontané que peut avoir un style. C'est-à-dire que pour Rétif, le, le, la bonne écriture, le bon écrivain, c'est celui qui ne revient pas sur le premier jet. Voilà, c'est le premier jet qui compte. Parce que là se trouve en effet la spontanéité d'une personnalité
Et alors, c'est ce on l'a beaucoup reproché, de mal écrire, justement. Et ça, de se moquer de son style bas et rampant, disait-il. Mhm. Il y a un journaliste de l'époque, un journaliste suisse, en 1781, qui, à propos du style de Rétif, disait il a une manière d'écrire expéditive. Mais aux yeux du journaliste, c'était une qualité. Et je crois qu'en effet, Rétif a revendiqué et a voulu être un écrivain expéditif. Voilà. Et ça, ça peut être une marque de sa spécificité. Alors, cela dit, quand il fait une deuxième édition des Contemporaines, il relit, corrige et fait un travail considérable sur le premier jet, ou ce qu'il pouvait considérer comme le premier jet. Et mon édition chez Champion donne les variantes justement d'une édition par rapport à l'autre. Mais enfin, à part cet exemple-là, on peut considérer que Rétif, il a tellement écrit qu'une œuvre, un roman ou tout autre texte sortant de sa plume, euh, ne devait pas lui prendre trop de temps. Il passait d'une œuvre à l'autre, d'un projet à un autre, et effectivement, il y a donc dans son esthétique une esthétique du premier jet. Et dans les je ne me souviens plus de l'œuvre exactement. C'est dans l'histoire des campagnes de Maria, je crois. Euh, il y a un vieillard qui se moque d'un jeune écrivain parce qu'il lui reproche d'avoir un style trop poli, au sens de polisser, de rendre sans aspérité, un style trop limé aussi, dit-il. Voilà. Mhm. Il faut éviter ce style-là et accepter ce qu'il peut y avoir comme aspérité, inégalité dans un style de premier jet. Voilà. Ça me paraît tout à fait fondamental chez Rétif. Mhm. Euh, vous vous intéressez beaucoup à l'usage de la nouvelle chéritif. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? De la nouvelle. Oui. Ah, oui, quelques mots, et même, oui, plus. Euh, alors, écoutez, je dirais que enfin, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, cette nouvelle, elle est dans des recueils imposants, comme les 42 volumes des Contemporaines, par exemple. Il y a aussi l'année des Dames nationales. Il y a aussi le Palais Royal. Et elle est dans des recueils, mais elle est aussi à l'intérieur des recueils. Voilà. Alors, ces nouvelles, euh, ça lui permet évidemment non seulement de multiplier les histoires, mais de multiplier les variations sur des thèmes romanesques, et qui sont en général des thèmes autobiographiques. Voilà. Et il y aurait, au fond, toute une étude à faire que je n'ai qu'esquissé dans ma thèse, si je me souviens bien, qui est les différentes façons de raconter l'histoire avec Virginie, l'histoire avec Louise et Thérèse, enfin, etc. Alors, la nouvelle lui permettait de multiplier ces variations. Euh, mais je ne vois pas quoi ajouter à cela, si ce n'est euh, non, si ce n'est que ce qu'il a laissé, mais là je me répète, il a laissé à sa mort, c'était uniquement des nouvelles. Oui. Mhm. Mais oui, ben, des nouvelles, il y en a dès les premiers romans, dès les premiers romans, Bon, à après la l'intérieur. nouvelle, nous passons au roman. Oui, Oui, il y a un autre genre que je trouve absolument passionnant et qu'il a beaucoup pratiqué, et dont tu en parles, c'est le roman par lettres, la forme épistolaire. oui, Tu peux dire aussi son importance ou dans oui. le narratif? Ce qu'il voyait dans la forme épistolaire, et alors c'est très net dans le paysan, notamment, enfin, c'était que ça lui donnait
une liberté stylistique en ce sens qu'il s'était forcé, il l'a dit clairement, il s'était forcé d'adapter le style au personnage. Voilà, un paysan ne parle pas comme un bourgeois. Et dans la forme épistolaire, je crois que ce qu'il a apprécié, c'était cela, c'était la liberté stylistique. Bien, euh, il se moque de Nougaret, qui a écrit Une paysanne pervertie, et il dit, ben, Nougaret n'a jamais connu les paysans, sa paysanne ne parle pas comme une paysanne. Bien. Et puis, dans la forme épistolaire, il y a le principe du dialogue. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que même dans les romans, même dans les récits, disons, continus, la place du dialogue est très importante. Ces personnages dialoguent beaucoup. Et alors, ça suppose qu'il accordait beaucoup d'importance à la relation interpersonnelle, y compris dans sa vie, sans doute, dans sa vie propre. Je crois que c'est ça qu'il a vu dans la forme épistolaire. Bon, sans compter que c'était aussi un peu à la mode à l'époque. Voilà ce que je pourrais dire. Oui. Oui, on croit qu'il est, par moment, on pourrait croire qu'il est très égocentré et monologique, et puis en fait, c'est très polyphonique, hein, l'ensemble de son Très œuvre. polyphonique, oui, c'est ça, c'est ça. Le- oui, oui, oui. Bon, j'ai encore une question qui est peut-être issue de ma curiosité quand je regarde votre œuvre sur Rétif de la Bretonne. Je voudrais vous demander quel texte de Rétif vous passionne en particulier. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est La dernière aventure d'un homme de 45 ans, c'est-à-dire l'histoire de Sarah. C'est très moderne, ça tend, c'est très dépouillé comme style aussi, et ça tend vers le journal. Il dit, j'écrivais cet ouvrage à mesure que les événements se produisaient. Alors, ce qui fait qu'il y a, alors ce n'est vrai qu'en partie, mais il y a dans le récit des dates. Le 23, il s'est produit ceci, à telle date, etc. On tend vers le journal, et il y a là un dépouillement stylistique qui me paraît très moderne et avec des accents proustiens. Il y a un passage dans la dernière aventure où il est en train de guetter le bruit d'un fiacre, enfin, Mhm. pour voir si Sarah va revenir à la maison. Et on a chez Proust un passage équivalent dans Albertine, je crois, Albertine disparaît. Guetter les bruits de la rue pour guetter l'arrivée, le retour de la bien-aimée. Voilà. Enfin Oui. bref, la dernière aventure. Cela dit, quand même, c'est M. Nicolas, parce que l'histoire de M. Nicolas est une histoire, c'est l'histoire de toute une vie pour Rétif. Et avec les difficultés qu'il a eues et la déception finale, puisque finalement, M. Nicolas, qu'il considérait comme la grande œuvre, évidemment, de sa vie, M. Nicolas a été très peu diffusé, très peu, enfin, le nombre d'exemplaires est autour de 500, enfin, c'est assez dérisoire. Et c'est une œuvre qui n'a pas correspondu finalement à ce qu'il voulait faire. Il écrit, et ça c'est une phrase extrêmement émouvante et touchante, il dit, Monsieur Nicolas, c'est une œuvre d'amertume et de regret. Une œuvre d'amertume et de regret, c'est extraordinaire Mhm. et voilà, alors, et en même temps, Monsieur Nicolas, c'est fascinant, quoi, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos de ses débuts, c'est que dans M. Nicolas, il glisse à un moment donné cette phrase, cette confidence. Il dit que dès 1762, c'est-à-dire avant même la famille Vaquier, il avait pensé à écrire sa vie. Ça a été son premier projet. Mhm.
Mhm. Et c'était, alors, non pas, le titre aurait été Le compère Nicolas. C'est-à-dire que c'était une époque où, au fond, il n'osait pas encore assumer une véritable autobiographie. Alors, le compère Nicolas, ça supposait un récit un peu sur le mode burlesque, et ça s'était déjà fait. Et donc, c'était plus acceptable. Mais il est passé du compère Nicolas à Monsieur Nicolas. Et là, évidemment, on voit très bien que la perspective est différente. Et Monsieur Nicolas, sans doute, la naissance de Monsieur Nicolas facilitée par les Confessions de Rousseau, enfin les 6 premiers livres des Confessions de Rousseau qui avaient paru en 82, et lui se met à écrire en 83. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a eu une destinée très malheureuse. Euh, En 1800, Schiller écrit à Goethe qu'il a lu et il recommande à Goethe de lire ce qui a paru en Allemagne à l'époque. Or, ce qui a paru en Allemagne, c'est 6 volumes seulement de M. Nicolas, alors que M. Nicolas avait paru en 97 en France. Mais, mais la diffusion avait été tellement limitée qu'en Allemagne, les Allemands étaient grands amateurs de littérature française et de Mhm. récit en particulier. En Allemagne, on ne connaissait que 6 volumes et le 6e volume s'arrêtait au milieu de la 6e époque, mais brutalement, c'est-à-dire presque au milieu d'une phrase. Et Mhm. c'est tout ce qu'on connaissait de M. Nicolas. Enfin, c'est une œuvre qui s'est heurtée à une sorte d'indifférence. Dans les nécrologies qui paraissent en 1806 lors de la mort de Rétif, le titre de M. Nicolas n'est pas cité. On cite Le paysan perverti, on cite 2 ou 3 œuvres comme ça, mais pas M. Nicolas, comme si personne ne le connaissait. Voilà, D'accord. le 19e. Oui. Dans l'œuvre de Rétif, ce qui m'intéresse aussi de savoir, quel est le rapport entre écriture et réalité? Vous pouvez le dire en deux, trois phrases? Ah, vous êtes cruel. Entre donc réalité et quel est l'autre terme? Réalité et écriture. Écriture. Écriture et réalité. Eh bien, oui, au fond, est-ce que j'ai réfléchi à ce sujet-là? Euh, pour Rétif, quand il écrit, son objectif, c'est de rendre compte de la réalité. Mais cette façon de faire que son œuvre comprenne la réalité dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire la contienne, d'où l'immensité de sa production, et en même temps lui donne un sens, euh, cette ambition, évidemment, n'a pas été atteinte, enfin réalisée tout de suite. Je pense que ce sont les Nuits de Paris qui peut-être réalisent le mieux ce lien entre écriture et réalité. Sinon, partout ailleurs, dans les contemporaines, on a quand même le prisme très particulier de l'imagination qui se mêle. Et puis on a surtout le prisme, je dirais, de de la féminité, parce que c'est un univers féminin aussi, n'est-ce pas? Quand il veut faire le tableau de la société de son temps, c'est pas les contemporains qu'il met en scène, ce sont systématiquement des contemporaines. L'année des dames nationales, ce sont les dames qui sont toujours là au premier plan. Et alors, se mêle toujours à cette perception de la réalité, ce prisme de la sentimentalité, de la fragilité, etc., qui fausse un peu le rendu compte, enfin le compte rendu vraiment de la réalité. Et en ce qui concerne le... Enfin, c'est un autre sujet, parce que est-ce que vous avez prévu de me faire parler sur la politique de Rétif? Non? J'allais y venir avec la Révolution française, oui, parce Ah, que bon, d'accord. euh, Alors, oui. Mais vas-y, continue si tu veux. Non, je dis un mot. Ouais. Donc tu parles des Nuits de Paris, hein, c'est publié avant la Révolution, et puis ça se poursuit après. alors après, Ah, il y a ce 6e, non, 5e volume, voire même ça,
qui est La semaine nocturne Oui. et 20 nuits de Paris. Et là, alors effectivement, on a un exemple tout à fait intéressant de quelqu'un qui écrit sur des événements tout à fait récents. Par exemple, La semaine nocturne est écrite à la fin de l'année 89, à la fin de l'année 89, et donc il raconte les événements depuis enfin, le début juillet. Et il ne fait pas œuvre d'historien, parce que d'abord, il n'est pas un témoin direct objectif. Et contrairement à ce qu'on croit, il ne se mêle pas à la rue et aux manifestations de rue, aux émeutes, ça lui fait peur. Mais ce que l'on trouve du point de vue historique dans cet ouvrage, c'est ce qu'on trouve ailleurs dans les journaux, partout ailleurs. Les historiens font beaucoup d'honneur à Rétif en le considérant comme une source d'information. Alors là, l'écriture et la réalité, c'est évidemment le rapport est un rapport indirect. C'est-à-dire, il écrit sur ce qu'il peut lire dans les journaux et ce que lui disent les libraires chez qui il se rend aussi. Mais ce n'est pas un lien direct. Voilà. Et c'est encore plus vrai pour le dernier volume, le, le huitième. Et les 20 nuits les 20 de nuits la nuit de Paris, où là, il écrit sous la terreur, il écrit de la période de la terreur, sous la terreur. C'est-à-dire que à chaque instant, il est son libraire, la censure, c'est son libraire qui lui dit non, il faut enlever ça, il faut surtout ne pas parler de ça, et il bute constamment sur cet obstacle d'une censure, il faut surtout ne pas déplaire aux montagnards, et là, alors, comment dirais-je, on ne peut pas dire qu'il rend compte de l'histoire en train de se faire. Voilà. Il a des impressions, il a surtout une peur qui l'empêche de sortir de chez lui, Alors, c'est visible. on peut peut-être dire aussi qu'il rend compte de l'imaginaire d'une partie des gens de l'époque. Hein, à la fois la passion pour la Révolution et puis l'inquiétude à l'égard de la terreur. Et où je raccorde avec ce que tu as dit tout à l'heure sur je ne m'y attendais pas là, mais sur l'importance des femmes, du féminin. Oui, oui. Je repense à une scène qui m'avait vraiment frappé, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Mm. Donc c'est un événement et puis en même temps plein de fantasmes de Ben sa oui, part. oui. Oui, parce que là, en effet, et Charlotte Corday occupe une grande place hein, ben, c'est dans l'année des Dames nationales qu'il lui donne la plus grande place, parce que là, c'est une femme qui tue, une femme qui est une actrice de la Révolution. Voilà. Et donc, pour lui, c'est extraordinaire comme personnage. Mais à propos, si on est sur la politique, en fait, il a une formule pour qualifier la Révolution. Il est sidéré par la Révolution. Et alors, il a une formule qui dit, c'est un exemple, hein, l'exemple mémorable d'une politique de hasard. Un exemple mémorable d'une politique de hasard. Ça me paraît une formule extraordinaire. C'est-à-dire que, au fond, la Révolution comme un événement qui, et certains historiens modernes partagent cette opinion, un événement qui, chaque jour, engendre sa suite, sans plan préconçu, sans organisation. Voilà. Et donc, lui qui était un homme d'ordre, enfin, la hantise, c'était l'anarchie. L'anarchie, pour lui, c'est le pire des mots M-O-T-S et M-A-U-X. Il, au fond, je crois que le personnage qui lui était le plus sympathique, peut-être, bien qu'il ne l'ait pas dit, c'est Mirabeau. C'est-à-dire Mirabeau en tant que cherchant à concilier la monarchie et la révolution. Voilà. Rétif aurait bien aimé la révolution, oui, parce que ça lui a donné la liberté, elle a apporté la liberté de la presse, c'est-à-dire la liberté de l'imprimerie, et il lui a permis, dit-il, d'imprimer M. Nicolas,
Mais en même temps, la figure du monarque est une figure qui lui est chère. C'est la figure du père de famille, etc. Donc, de ce point de vue-là, il a un grand principe en politique. Je suis un petit peu, comment dirais-je, un peu discontinu dans mes propos, mais un des grands principes de sa politique, c'est qu'il faut surtout ne pas nuire à l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il faut toujours suivre la majorité. La majorité a toujours raison. Et la minorité est un facteur de division. Et donc, il peut paraître opportuniste. Il a toujours été du côté des dominants, hein, c'est-à-dire la montagne sous la terreur, après le directoire, très bien, et puis Bonaparte, bon. Mais en fait, c'est pas tellement une sorte de lâcheté, c'est plutôt que si la majorité euh, est de cet avis, il faut suivre la majorité. Voilà. C'est comme ça que la nation demeurera unie. Et ça, je crois que c'est un principe très directeur chez lui. J'ai deux dernières questions, une sur peut-être les causes et l'autre sur les effets. Est-ce que tu penses qu'on peut expliquer l'originalité de son œuvre par ses origines paysannes ou son activité d'ouvrier typographe, peut-être aussi le caractère transfuge enfin, le fait qu'il est comme une espèce de transfuge. Est-ce que le terme Oui. d'autodidacte aussi est valable? Non, toute sa formation autodidacte, donc paysannerie, milieu ouvrier, imprimerie, etc., toute sa formation l'a conduit à cultiver sa différence. Il a compris surtout à partir des paysans que ses origines et sa formation lui offraient des potentialités de s'affirmer comme un écrivain différent. Et en même temps, du coup, rétrospectivement, pour nous aujourd'hui, c'est un écrivain qui s'ouvre sur l'avenir. C'est un pionnier de la littérature au sens moderne du terme. Alors j'arrive à ma dernière question précisément, c'est que je, j'ai lu ces derniers temps pas mal de lecteurs amateurs de République de Bretonne qui, au 19e siècle, au début de la première moitié du 20e siècle, ne cessent de répéter le mot de précurseur à son propos, et dans de nombreux domaines. Oui. Alors ça peut être à propos du communisme, à propos de l'évolutionnisme, à propos de la sociologie balsacienne. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses là, de ce terme-là? Je pense que, bon, en ce qui concerne la politique et le communisme, il y a en effet chez Rétif avec cette obsession de la communauté et de la solidarité à l'intérieur d'une communauté régie par des règlements très précis, il y a là une protection de l'individu et donc une assurance pour son bonheur. Bon, ça, on peut très bien le dire. En ce qui concerne la littérature du 19e et notamment Balzac, à mon avis, la grande différence entre Rétif et Balzac, c'est que Rétif euh, parle, comment dirais-je, Balzac fait le bilan d'une société parce que Balzac a conscience de la précarité des sociétés. La Révolution a balayé tout un monde et Balzac fait le bilan du monde actuel au cas où une autre révolution le balayerait, je crois. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Rétif n'est pas dans cet état d'esprit-là, mais il, comment dirais-je, non, c'est difficile à développer comme ça, mais je ne vois pas annoncer tellement Balzac, à part le personnage de Godet d'Arras, dont Balzac aurait pu s'inspirer pour son Vautrin, etc. Balzac a pratiqué Rétif, ça on le sait, mais Rétif, lui, quand il écrit, il n'a pas les mêmes projets, les mêmes ambitions que peut avoir Balzac pour son œuvre. Oui. Maintenant, on peut les comparer aussi par l'immensité de leur œuvre. Ça, c'est... Oui, ou le fait que des centaines et des centaines de nouvelles finissent par constituer l'équivalent, je sais bien que c'est pas la même chose, hein, mais bon, d'une comédie humaine chez Balzac, c'est-à-dire
par petites touches. Oui, 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 on peut parler de comédie humaine. Oui. Et C'est- c'est vrai que quand je faisais l'édition de Monsieur Nicolas pour la Pléiade, la maison Gallimard m'avait demandé de voir quel serait le nombre de volumes nécessaires pour publier la totalité de l'œuvre de Rétif. Et mes calculs avaient abouti au fait que ce serait plus volumineux que la comédie humaine de Balzac, tu vois, dans la Pléiade. Donc, ils avaient renoncé. Mais précurseur, je ne sais pas, il me semble qu'il y a quand même un hiatus, Oui, oui. bien que Rétif ait vécu la Révolution. Mais je pense qu'il y a un hiatus Oui. entre Rétif et les écrivains du 19e siècle. Mm. On laisser de côté bien des choses, mais c'est inépuisable. Et puis je Oui. m'aperçois que oui, on a débordé. Et c'est pour Et ça, tiens, cela dit, Einer, cela dit, donc il faut naturellement couper selon votre guise dans tout ce que j'ai pu dire. Si c'est trop long, c'est plutôt l'inverse, Pierre. Tu inaugures notre série d'entretiens oui. et comme c'est inépuisable, on va pouvoir creuser tel ou tel Ah oui, jour d'accord. avec telle ou telle autre personne qui dira aussi son intérêt ou Oui, sa passion pour oui. Rétif. Oui, parce Bon, qu'il y a tout l'aspect polygraphe aussi. Il s'est attaqué à toutes sortes de genres, hein. Théâtre, texte scientifique, nouvelles, romans, la satire, etc. Bon, enfin, bon. Merci bien, monsieur. Nous vous remercions de l'accueil que vous avez nous préparé et surtout de la richesse de vos questions et de votre manière de partager votre passion avec nous et surtout avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Et merci à vous pour vos questions et cette possibilité que j'ai eue de parler encore de Rétif.